En 1969, la NASA a délibérément fait s'écraser un vaisseau spatial sur la Lune. Les sismomètres qu'ils avaient installés à la surface ont enregistré quelque chose qui a choqué tous les scientifiques qui ont vu les données. La Lune a vibré pendant près d'une heure, comme une cloche, comme quelque chose de vaste et de creux résonnant sous la surface. Ils ont répété l'expérience. La fois suivante, les vibrations ont duré plus de 3 heures. Les propres scientifiques de la NASA ont déclaré que la Lune sonnait comme une cloche, puis ils sont passés à autre chose. Mais la question n'a jamais disparu, car les bourdonnements n'étaient pas la seule chose étrange que les astronautes ont vécue là-haut. Sur la face cachée de la Lune, complètement coupée de la Terre, l'équipage d'Apollo 10 a entendu des sons qu'ils ne pouvaient expliquer. Un sifflement étrange parvint à leur casque pendant près d'une heure. Ils en ont discuté entre eux et ont choisi de n'en parler à personne. Ce soir, nous allons sur la Lune. Pas la Lune des manuels scolaires, le vrai. Celui dont la surface est illuminée de lumières inexpliquées qui scintillent depuis 1000 ans. Celui dont le sol recèle des grottes confirmées. Celui dont l'isotope vaut 20 millions de dollars le kilogramme. Et celle vers laquelle 4 êtres humains se précipitent en ce moment même, plus loin de la Terre que quiconque ne l'a été depuis plus de 50 ans. Que cherche-t-il vraiment là-haut? Si vous appréciez nos paisibles voyages nocturnes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous encourageons vivement notre communauté à discuter des sujets abordés dans les vidéos dans les commentaires et à réagir aux autres commentaires. C'est encore plus amusant quand on partage nos idées. Commençons maintenant. Ce soir, nous allons dans un endroit où la plupart des documentaires ne vous emmèneront pas, ni plus loin dans l'espace, ni plus loin dans le passé, mais plus près. 238 000 milles plus près de l'objet que vous avez regardé toute votre vie sans jamais vraiment le voir. La Lune. Parce que la Lune n'est pas ce que vous croyez. Lorsque la NASA a fait s'écraser un vaisseau spatial à sa surface, la Lune a vibré pendant près d'une heure. Des astronautes situés de l'autre côté de la barrière ont entendu des sons qu'ils ont choisi de ne pas signaler. Depuis plus de 1000 ans, des observateurs sur Terre ont documenté des éclairs de lumière inexpliqués jaillissant de ces cratères. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer pleinement son origine. Et en ce moment même, ce soir, tandis que vous écoutez ceci, 4 êtres humains foncent vers cet objectif à des milliers de kilomètres par heure, dans une mission qui n'a pas été tentée depuis plus de 50 ans. Au cours des 2 prochaines heures, nous allons explorer les mystères, la science et les secrets de la Lune. Nous commencerons par une expérience qui a fait sonner la Lune comme une cloche et qui a donné naissance à l'une des théories les plus étranges de la science moderne. Nous allons écouter les sons étranges que 3 astronautes ont entendus derrière la Lune et dont ils ont hésité à parler à quelqu'un. Nous allons examiner des lumières qui apparaissent sur la Lune depuis un millénaire. Nous allons affronter la collision qu'il a engendrée, une collision si violente qu'elle a peut-être vaporisé 2 mondes entiers. Nous allons descendre dans des grottes situées sous sa surface, dont l'existence vient d'être confirmée. Nous allons suivre la piste d'une mission secrète qui n'a presque certainement jamais eu lieu, mais qui refuse de disparaître. Et nous poserons la question à laquelle personne à la NASA ne semble pressé de répondre. Après avoir marché 6 fois sur la Lune, l'humanité a cessé d'y aller pendant 54 ans, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Et que cherche-t-il vraiment là-haut? Chapitre 1. La Lune sonnait comme une cloche. 20 novembre 1969. 3 mois après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin soient devenus les premiers êtres humains à marcher sur la surface lunaire, Apollo 12 achevait le 2e alunissage rudimentaire. Les astronautes Pete Conrad et Alan Bean avaient terminé leur travail à la surface. Ils avaient rejoint Dick Gordon dans le module de commande en orbite au-dessus d'eux. Et voilà, leur module lunaire était terminé. La phase d'ascension avait rempli son objectif. C'était un point mort. La NASA a donc agi délibérément. Ils l'ont renvoyé. Le module lunaire était dirigé vers un point précis à la surface de la Lune, à environ 64 km de l'endroit où l'équipage d'Apollo 12 avait installé un réseau d'instruments sismiques. L'impact était équivalent à celui d'environ 1 tonne de TNT s'écrasant contre de la roche solide à plus de 4800 km/h. Les sismomètres ont immédiatement enregistré la secousse. C'était prévisible. Ce qui s'est passé ensuite ne l'était pas. La Lune vibrait, et elle continuait de vibrer. Pas pendant des secondes, pas pendant des minutes, pendant près d'1 heure.
Le signal s'est intensifié pendant 8 minutes, a atteint son apogée, puis s'est éteint lentement, progressivement, à contre-cœur. Sur Terre, un séisme d'énergie comparable se dissipe en 30 secondes à 2 minutes. Le sol tremble. L'énergie est absorbée par l'eau contenue dans la roche, par la matière en fusion située profondément en dessous, par la structure humide et spongieuse d'une planète géologiquement active. Les vibrations s'atténuent. Mais la Lune n'est pas la Terre. La Lune est sèche, complètement sèche. Sa roche ne contient pas d'humidité pour absorber l'énergie. Sa structure ne contient aucune trace d'eau liquide. L'intérieur est rigide, froid et inflexible. Et ainsi, les ondes sismiques continuèrent à se propager, rebondissant, résonnant, se répercutant à l'intérieur comme le son dans une cathédrale. Les scientifiques de la NASA ont décrit le phénomène par une expression qui allait prendre une ampleur bien au-delà de ce qu'ils avaient initialement prévu. Ils disaient que la Lune sonnait comme une cloche. Il s'agissait d'une métaphore, d'une façon de décrire la durée exceptionnellement longue du signal sismique. Ils tentaient de saisir l'étrangeté d'un objet qui, lorsqu'il a été percuté, ne s'est comporté en rien comme notre planète. Mais la phrase a échappé au laboratoire. Elle a échappé aux publications techniques et a semé une graine qui n'a cessé de germer depuis. Car si la Lune sonnait comme une cloche, les gens se demandaient « Cela signifie-t-il qu'elle est creuse ?» La réponse de la science officielle est claire et sans équivoque. Non. Des décennies de données sismiques provenant d'instruments placés par Apollo 12, 14, 15 et 16 ont permis de cartographier l'intérieur de la Lune avec un niveau de détail considérable. La Lune possède une croûte mince d'environ 45 km d'épaisseur. Sous cette couche se trouve une vaste couche de roches denses. Sous le manteau se trouve une couche limite partiellement fondue. Et en son centre se trouve un petit noyau de fer dense d'un rayon d'environ 330 km. Le facteur d'inertie, un nombre qui décrit la répartition de la masse à l'intérieur d'un corps sphérique, le confirme. Une sphère parfaitement creuse obtiendrait un score de 67. Une sphère pleine et uniforme obtiendrait un score de 4. La Lune obtient un score de 394. C'est presque exactement ce à quoi on s'attendrait d'un corps solide, doté d'un petit noyau dense et d'une matière environnante de densité quasi constante. Non creux, plein. Mais c'est là que l'histoire ne se termine pas aussi bien qu'on pourrait le penser, car l'expérience de la cloche a été répétée et les résultats sont devenus encore plus étranges. Après la fameuse panne d'Apollo 13 et l'interruption de l'atterrissage par l'équipage, la NASA a utilisé l'étage de fusée S-4B usagé de la mission à des fins scientifiques. Ils l'ont fait s'écraser sur la Lune à 137 km des sismomètres d'Apollo 12. Le S-4B était beaucoup plus lourd que l'étage de remontée du module lunaire. L'impact était équivalent à 11,12 tonnes de TNT. Cette fois, la Lune ne se contenta pas de sonner, elle hurla. Les ondes de choc étaient 30 fois plus importantes que celles de l'impact d'Apollo 12. Les vibrations ont duré non pas 1 heure, mais plus de 3 heures. L'astronaute Jack Swidert a plaisanté en disant que c'était la seule chose qui s'était bien passée lors de cette mission. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique a enregistré 28 séismes lunaires superficiels, dont l'origine se situait à seulement 20 à 30 km sous la surface. Certains d'entre eux ont atteint 5,5 sur l'échelle RTER. Sur Terre, cela suffit à fissurer des murs et à faire voler des meubles lourds à travers une pièce. Et sur la Lune, ces vibrations ne s'estompaient pas en quelques minutes. Ils s'attardèrent. La roche sèche et rigide transmettait l'énergie presque sans perte, comme un diapason que personne ne pourrait faire taire. L'explication scientifique est solide. La Lune est extrêmement sèche et son intérieur est dépourvu des couches liquides et semi-liquides qui amortissent les vibrations sur Terre. Le comportement sismique est inhabituel, mais parfaitement cohérent avec un corps anhydride rigide. Clive Neal, un scientifique lunaire de l'université de Nottingham, l'a clairement expliqué. En l'absence d'eau pour affaiblir la pierre et absorber l'énergie, les ondes sismiques se propagent beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps que sur notre planète. La physique n'a rien de mystérieux, mais il existe une lacune dans nos connaissances, et cette lacune est importante.
Terry Herford, géophysicien de la NASA qui développe cette expérience extraordinaire pour le programme Artemis, a été très franc à ce sujet. Il a déclaré que notre compréhension de l'intérieur de la Lune reste rudimentaire et limitée. Les sismomètres installés par Apollo étaient à la pointe de la technologie dans les années 1970. Elles ont fonctionné jusqu'en 1977, date à laquelle la NASA les a arrêtés pour faire des économies. Depuis près de 50 ans, nous n'avons aucun instrument sismique actif sur la Lune. Le programme Artemis va changer cela. De nouveaux sismomètres sont en cours de conception, des instruments bien plus sensibles que tout ce qu'Apollo avait emporté, et ils sont actuellement en route pour la Lune. La Lune n'est donc pas creuse. La science est claire à ce sujet. Mais, de l'aveu même de la NASA, notre compréhension de ce qu'il contient est incomplète. Et l'expérience de Bell n'était pas la seule chose étrange qui se soit produite là-haut. Car 2 mois avant qu'Apollo 12 ne s'écrase avec son module lunaire à la surface, un autre équipage avait vécu une expérience sur la face cachée de la Lune qu'il avait choisi de ne pas rapporter. Ils ont entendu quelque chose qui ressemblait, selon leurs propres termes, à de la musique venue de l'espace. Et ils se demandaient entre eux si quelqu'un les croirait s'ils racontaient tout. Chapitre 2. La musique de l'autre côté. Mai 1969. 2 mois avant l'alunissage qui allait changer le monde. Apollo 10 est la répétition générale. Le dernier test avant qu'Armstrong et Aldrin ne tentent la descente. Tout dans cette mission est conçu pour prouver que le matériel fonctionne. Le module lunaire se séparera du module de commande, descendra à moins de 9000 de la surface, puis reviendra. Pas d'atterrissage, pas de premier pas, juste la confirmation que les machines peuvent faire ce qu'elles ont à faire. L'équipage compte parmi les pilotes d'essai les plus expérimentés au monde. Thomas Stafford commande. John Young pilote le module de commande. Gene Cernan pilote le module lunaire. À eux deux, ils ont accumulé des milliers d'heures de vol sur certains des avions les plus exigeants jamais construits. Ce ne sont pas des hommes qui se laissent facilement déstabiliser. Dans le cadre de cette mission, le module lunaire se sépare du module de commande et les 2 engins spatiaux orbitent indépendamment autour de la face cachée de la Lune. Et c'est là que la situation devient sans précédent dans l'expérience humaine. Sur la face cachée de la Lune, il n'y a aucun contact avec la Terre. Aucun. La Lune elle-même bloque tous les signaux radio. Aucune transmission vocale, aucune télémétrie, aucune ligne de secours avec Houston. Pendant environ 1 heure à chaque orbite, l'équipage est totalement coupé du monde. Ce sont les êtres humains les plus isolés qui aient jamais vécu. La face cachée de la Lune n'est pas seulement isolée. Il y règne un silence qu'aucun autre endroit sur Terre ne peut connaître. Il n'y a pas d'atmosphère pour propager le son. Il n'y a pas de bruit ambiant. Il n'y a rien d'autre que le faible bourdonnement des systèmes du vaisseau spatial et le vide au-delà des hublots. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'entendent. Ce sont les mots exacts conservés sur les bandes de stockage de données, les enregistrements francs du cockpit, plus informels que les transmissions publiques à Houston, qui racontent l'histoire. Cernan prend la parole en premier. « Vous entendez ça? Ce sifflement ?» Puis il l'imite. Un son long et traînant. Puis il dit « Cette musique a même un côté spatial, non ?» Yang répond « Avez-vous entendu ce sifflement, vous aussi ?» Et Cernan prononce alors les mots qui résonneront pendant des décennies. « Tu sais, c'était drôle. On dirait un truc venu d'ailleurs. Vraiment? Qui va y croire ?» Yang répond simplement « Personne », poursuit Cernan. « Devrions-nous leur en parler ?» Et après une pause, « Je ne sais pas. Nous devrions y réfléchir un peu. » Le bruit a duré près d'1 heure. Les 3 astronautes l'ont entendu indépendamment. Il ne s'agissait pas d'un incident passager ou d'un artefact éphémère. Cela a persisté pendant toute la période qu'ils ont passée derrière la Lune, coupés de la Terre. Ils en ont discuté entre eux et ils ont pris une décision. Ils ont choisi de ne pas le signaler au centre de contrôle de mission. L'audio a été enregistré sur les bandes embarquées. Les transcriptions ont été déclassifiées en 1976, mais largement ignorées. Ce n'est qu'en 2016 qu'un documentaire diffusé sur Science Channel
a porté ces enregistrements à l'attention du grand public. Pendant 40 ans, la musique d'Apollo 10 est restée dans les archives, quasiment jamais entendue. L'explication scientifique est simple et bien comprise. Lorsque deux émetteurs radio VHF fonctionnent sur des fréquences proches l'une de l'autre, ils produisent ce que l'on appelle des fréquences de battement. L'interférence entre les deux signaux génère des tonalités oscillantes et vacillantes qui peuvent paraître étranges, musicales et profondément bizarres si vous ne les avez jamais entendues auparavant. Le module lunaire et le module de commande étaient chacun équipés de radios VHF qui sont restés actifs pendant la séparation. L'interférence entre eux a produit exactement le type de son décrit par les astronautes. Michael Collins, le pilote du module de commande d'Apollo 11, a entendu la même chose des mois plus tard, alors qu'il était seul en orbite pendant qu'Armstrong et Aldrin marchaient à la surface. Mais Collins avait été prévenu à l'avance. Il a écrit dans ses mémoires que s'il n'avait pas été prévenu, cela l'aurait terrifié. L'historien spatial Andrew Chaikin a confirmé que les radios des deux engins spatiaux interféraient entre elles et que c'était la source du bruit. Affaire classée, du moins en apparence. Mais tout le monde n'est pas satisfait. Hal Weren, qui a volé à bord d'Apollo 15 en tant que pilote du module de commande et a passé du temps seul derrière la Lune, tout comme Collins, a contesté l'explication officielle. Il a déclaré que l'équipage d'Apollo 10 était parfaitement habitué au type de bruit qu'il était censé entendre. Logiquement, si quelque chose a été enregistré dessus, alors il y avait quelque chose là-bas. Le désaccord entre les astronautes est en soi révélateur. Ce sont des personnes qui ont passé des années à s'entraîner avec ce matériel. Ils savaient à quoi ressemblait le bruit des interférences radio. Ils avaient entendu des parasites, des larcènes, des interférences et toutes sortes d'artefacts électromagnétiques produits par les engins spatiaux. Et pourtant, Cernan, Young et Stafford ont trouvé ce son suffisamment inhabituel pour en discuter, suffisamment étrange pour se demander s'il fallait le signaler, et finalement, suffisamment troublant pour préférer ne pas le signaler. La raison de ce silence en dit long sur la culture du programme Apollo. Dans les années 1960, la NASA fonctionnait selon un principe que les astronautes appelaient en privé la règle du mensonge pour voler. Le moindre signe d'instabilité psychologique, la moindre suggestion qu'un astronaute voyait ou entendait des choses qui n'existaient pas, pouvait mettre fin à sa carrière instantanément. La concurrence pour les affectations de vol était féroce. Des dizaines de pilotes hautement qualifiés attendaient pour chaque place. Signaler des bruits étranges sur la face cachée de la Lune, des bruits sans source évidente alors qu'on était coupé de tout contact avec la Terre, n'était pas seulement inhabituel, c'était un risque pour sa carrière. Les théoriciens du complot s'en sont emparés. S'il ne s'agissait que d'interférences radio, se demandent-ils, pourquoi ce secret ? Pourquoi 3 pilotes d'essai expérimentés ont-ils discuté entre eux de l'opportunité d'en parler à quelqu'un ? Pourquoi ont-ils envisagé la possibilité que personne ne les croie ? La réponse des historiens traditionnels est que les astronautes faisaient simplement preuve de prudence dans un environnement où la prudence était synonyme de survie. Ils ont entendu quelque chose d'inhabituel. Ils ignoraient de quoi il s'agissait et, plutôt que de risquer d'être considérés comme instables, ils ont préféré garder le secret. Cette explication rend très certainement compte de la musique. Les interférences radioélectriques entre deux engins spatiaux proches, fonctionnant sur des fréquences similaires, constituent un phénomène bien documenté. Il produit exactement le genre de sons étranges et vacillants décrits par l'équipage. Mais cet incident révèle quelque chose de plus profond qu'un simple problème technique. Elle révèle comment la Lune influence les personnes qui s'y rendent. L'isolement, le silence, la conscience d'être plus éloigné de tout autre être humain que quiconque ne l'a jamais été. La face cachée de la Lune, avec sa surface criblée de cratères tournés en permanence vers l'extérieur, est un lieu où tout confort est absent. Il n'y a pas de ciel au-dessus de vous. Il n'y a pas de sol reconnaissable sous vos pieds, et les seuls sons sont ceux émis par votre vaisseau spatial et tout ce qui passe par la radio. L'équipage d'Apollo 10 a entendu des interférences radio. C'est très probablement ce qui s'est passé. Mais le fait que cela ressemblait à de la musique, à un son venu de l'espace, que cela ait fait hésiter 3 des êtres humains les plus endurcis de la planète à en parler, en dit long sur la Lune elle-même. C'est un endroit où le familier paraît étrange.
Et cette musique n'est pas la chose la plus étrange que les gens aient observée là-haut, car les sons entendus par les astronautes ont duré 1 heure avant de s'arrêter. Mais les lumières observées à la surface de la Lune apparaissent depuis plus de 1000 ans, et certaines d'entre elles n'ont jamais été expliquées. Chapitre 3. Lumières inexplicables. 18 juin 1178. 5 moines de la cathédrale de Canterbury en Angleterre contemplent le ciel nocturne. Le croissant de lune se dessine au-dessus d'eux, un fin croissant lumineux dans l'obscurité. Et puis il se passe quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. La corne supérieure du croissant de lune se divise. Une torche enflammée jaillit de la fissure, crachant ce que les moines décrivent comme du feu, des charbons ardents et des étincelles. La lune elle-même semble palpiter, se tordant dans leurs paroles comme un serpent blessé. Les moines relatent l'événement dans la chronique de Gavard de Canterbury. Leur conte existe encore aujourd'hui. Il s'agit de l'un des premiers exemples recensés de ce que les scientifiques appellent aujourd'hui des phénomènes lunaires transitoires. Ce terme a été inventé par l'astronome Patrick Moore en 1968. Il décrit de brefs événements inexpliqués observés à la surface de la Lune. Éclairs, lueurs, obscurcissements brumeux où les détails de surface semblent se brouiller ou disparaître, effets d'ombre anormaux, coloration rougeâtre dans des cratères qui ne devraient montrer que de la roche grise. Et ces événements ne sont pas rares. Plus de 3000 phénomènes lunaires transitoires ont été documentés au cours des 2000 dernières années. Elles ont été signalées par des astronomes amateurs, du personnel d'observatoires professionnels et certains des scientifiques les plus respectés de l'histoire. En 1787, William Herschel, l'homme qui a découvert la planète Uranus, a rapporté avoir observé une lumière brillante sur la face cachée de la Lune pendant toute une nuit. Non pas un éclair passager, mais une lueur soutenue qui dure des heures. En 1958, l'astronome soviétique Nikolai Koserev a réalisé une photographie spectrale d'un événement rougeâtre anormal à l'intérieur du cratère Alonsus. Il pensait que ces instruments avaient détecté de la vapeur de carbone libérée de l'intérieur de la Lune. Ces conclusions ont été contestées, mais jamais totalement réfutées. Puis, en 1969, lors de la mission Apollo 11 en orbite autour de la Lune, le centre de contrôle de la mission a reçu des rapports d'astronomes amateurs sur Terre qui observaient une luminosité inhabituelle près du cratère Aristarchus. Houston a transmis l'observation à l'équipage et leur a demandé de vérifier. Neil Armstrong regarda par sa fenêtre et le confirma. Il a décrit une zone considérablement plus éclairée que la zone environnante. Elle semblait luire. La science moderne a réalisé des progrès significatifs dans la compréhension des causes d'au moins certains de ces événements. L'Agence spatiale européenne a mené un projet appelé NELOTA de 2017 à 2023, spécifiquement conçu pour surveiller la Lune à la recherche d'éclairs d'impact. En 4 ans, le projet a confirmé 113 éclairs et 70 événements suspects. Leurs données suggèrent que la Lune est frappée par environ 7,4 météoroïdes par heure. Ces impacts produisent des éclairs lumineux d'une durée de quelques millisecondes, visibles depuis la Terre à travers des télescopes. Les brefs éclairs, ceux qui ne durent qu'une fraction de seconde, sont presque certainement des impacts de météorites. Un petit caillou, voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, percute la surface. L'énergie cinétique se convertit instantanément en chaleur et en lumière. L'éclair est bref, brillant et parfaitement compris. Mais ces brefs éclairs n'expliquent pas tout. Il existe une seconde catégorie d'événements qui durent des minutes plutôt que des millisecondes. Ces lueurs de durée moyenne sont probablement dues à un dégazage. La Lune, malgré sa réputation de monde mort, laisse échapper du gaz de son intérieur. Le radon, un gaz radioactif produit par la désintégration de l'uranium et du thorium dans la croupe lunaire, s'infiltre à travers les fissures et les fractures de la roche. Lorsqu'elle atteint la surface, l'interaction entre le gaz qui s'échappe et les particules chargées du milieu lunaire peut produire de faibles lueurs. Ces phénomènes ont tendance à se regrouper dans des zones spécifiques. Le cratère Ariscus, celui-là même où Armstrong a observé une illumination inhabituelle, présente certaines des concentrations de radon les plus élevées mesurées à la surface de la Lune. L'Oceanis Proarum, un vaste plan sombre situé du côté le plus proche, présente des niveaux élevés similaires.
C'est réel. La Lune est encore géologiquement active, dans un sens limité. Il y a une fuite de gaz. Elle présente des séismes lunaires peu profonds. Elle présente des zones de flux de chaleur anormales. Ce n'est pas le monde complètement mort et gelé que les manuels scolaires ont décrit pendant des décennies. Mais il existe une troisième catégorie d'événements. Les observations de longue durée, celles qui durent des heures. L'observation par Herschel en 1787 d'une lueur soutenue durant toute une nuit. Les moines de Canterbury furent témoins de ce qui semblait être une éruption, qui dura suffisamment longtemps pour être décrite avec force détail. Ces événements ne correspondent pas exactement aux catégories d'éclairs d'impact ou de dégazage. Elles sont trop longues pour les impacts. Elles sont trop lumineuses et trop spectaculaires pour permettre une infiltration de radon. En 2024, une étude menée par Alexios Leakos à l'Observatoire national d'Athènes a analysé la répartition des impacts de météoroïdes à la surface de la Lune. Son équipe a découvert que les impacts frappent la Lune de manière presque homogène, ce qui signifie qu'ils sont répartis de façon assez uniforme. Cela suggère que le regroupement apparent de phénomènes lunaires transitoires en certains points chauds, comme Ariscus, est en partie le résultat d'un biais d'observation. Les astronomes ont tendance à observer les phénomènes les plus marquants. Ils pointent leur télescope vers les cratères lumineux et les formations spectaculaires. Ils observent certaines régions plus souvent que d'autres. Certains regroupements sont simplement dus à l'endroit où nous regardons, plutôt qu'à l'endroit où les événements se produisent. Mais ce biais n'explique pas tout. Ariscus présente effectivement des niveaux de radon plus élevés et une incidence plus élevée d'observations inhabituelles. Il se passe quelque chose dans ce cratère qui dépasse le simple hasard. Le professeur Arken Keil de l'université Julius Maximilian de Wiesbourg, en Allemagne, a construit un système de télescopes dédié, conçu spécifiquement pour surveiller systématiquement la Lune à la recherche de phénomènes transitoires. Il s'agit de l'une des premières tentatives modernes d'étudier ces événements avec une méthodologie cohérente plutôt que de s'appuyer sur des rapports amateurs sporadiques. Son travail se poursuit et la collecte de ces données est toujours en cours. Nous n'en sommes qu'aux prémices de la compréhension de ce qui se passe réellement à la surface de la Lune. Les implications vont bien au-delà de la simple curiosité. Si la Lune présente des signes d'activité interne depuis 1000 ans et que nous ne construisons que maintenant des instruments suffisamment sophistiqués pour comprendre pourquoi, alors qu'est-ce qui pourrait encore nous échapper? Quels autres processus se déroulent sous cette surface grise et que nous n'avons pas encore détectés? Le programme Aramis comprend des instruments conçus pour répondre précisément à ces questions. De nouveaux sismomètres, de nouveaux spectromètres et de nouveaux capteurs orbitaux étudieront la Lune grâce à une technologie qui rendra les instruments de l'ère Apollo primitifs. Nous allons apprendre des choses sur notre plus proche voisin que nous ignorions jusqu'à présent. Mais les lumières ne constituent pas le mystère le plus profond. Ce sont des symptômes, des signes que la Lune est plus complexe et plus active qu'on ne le pensait. La question plus profonde, celle qui se cache derrière tous ces phénomènes superficiels, est la question de l'origine. D'où vient la Lune? Car lorsqu'on examine la théorie dominante, lorsqu'on analyse les chiffres, la chimie et la physique, on découvre quelque chose qui devrait donner à réfléchir. La Lune, selon toute analyse raisonnable, ne devrait pas exister. Les conditions nécessaires à sa création étaient si spécifiques, si violentes et si improbables que les scientifiques qui étudient le problème ont commencé à se demander s'il pourra un jour être entièrement résolu. Chapitre 4. La Lune ne devrait pas exister. Il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire était un véritable champ de bataille. Des dizaines de protoplanètes, des mondes à moitié formés de roches et de métal en fusion, ont sillonné le système solaire interne sur des orbites qui se chevauchaient. Les collisions n'étaient pas rares. Elles constituaient la principale méthode de formation des planètes. Les mondes se sont développés en s'entrechoquant, en fusionnant, en s'absorbant, en se détruisant. Et environ 50 millions d'années après la formation du Soleil, l'une de ces collisions s'est produite ici. Un protoplanète de la taille de Mars environ, un corps que les scientifiques ont nommé Théa, d'après la déesse grecque qui était la mère de la déesse lunaire Céline, a percuté la Terre primitive. L'énergie de l'impact est presque impossible à appréhender. Deux mondes qui entrent en collision à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde.
L'impact a vaporisé la roche. Elle a liquéfié des masses continentales entières. Elle a projeté un immense nuage de débris en orbite autour de la Terre brisée. Et à partir de ce nuage de débris, sur des milliers ou des millions d'années, la Lune s'est condensée. La gravité a rassemblé les fragments. Ils les ont soudés à chaud pour former un seul corps. Un nouveau monde est né de la violence de la collision de deux mondes. Il s'agit de l'hypothèse de l'impact géant. C'est l'explication scientifique principale de l'origine de la Lune et elle explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi la Lune possède un noyau de fer presque inexistant par rapport à sa taille. La majeure partie du fer aurait fusionné avec le noyau terrestre lors de l'impact, tandis que les matériaux rocheux plus légers auraient été projetés en orbite. Il explique le moment angulaire du système Terre-Lune. Cela explique pourquoi la Lune est appauvrie en éléments volatiles. Les matériaux les plus légers qui auraient été vaporisés par la chaleur intense de la collision. Pendant des décennies, l'hypothèse de l'impact géant a semblé être une solution simple et élégante. Deux mondes se rencontrent, les débris forment un disque, le disque devient la Lune. Simple, violent, total. Et puis, les échantillons d'Apollo ont commencé à parler. Lorsque les scientifiques ont analysé les roches rapportées de la surface lunaire par Armstrong, Aldrin et les équipages Apollo suivants, ils s'attendaient à y trouver la signature chimique de Théa. Les simulations informatiques de l'impact géant ont systématiquement montré que 60 à 80% des matériaux de la Lune provenaient de Théa, l'astéroïde qui a percuté l'impact, et seulement 20 à 40% de la Terre. Deux mondes différents devraient présenter des signatures chimiques différentes, des rapports d'isotopes d'oxygène différents, des compositions isotopiques du titane différentes et des profils isotopiques du chrome différents. La Lune devrait être un mélange de deux corps et la composante Théa devrait être dominante. Mais ce n'est pas ce que les roches ont montré. Les rapports isotopiques de l'oxygène dans les échantillons lunaires étaient pratiquement identiques à ceux de la Terre. Les isotopes du titane correspondaient. Les isotopes du chrome correspondaient. La Lune n'est pas un mélange. C'est un clone chimique quasi parfait de notre planète. C'est la crise isotopique, et elle hante la science lunaire depuis des décennies. Robin Canop, du Southwest Research Institute, l'a qualifiée d'épine dans le pied de la théorie de l'impact. Si un corps de la taille de Mars a percuté la Terre et a contribué à la majeure partie de la matière qui a formé la Lune, où se trouve la signature chimique de Théa? Pourquoi la Lune ressemble-t-elle à la Terre, et seulement à la Terre? Les scientifiques ont proposé plusieurs solutions. Certains suggèrent que Théa avait la même composition isotopique que la Terre, que les deux corps se sont formés à partir de la même région du disque solaire et qu'ils étaient chimiquement identiques dès le départ. C'est possible, mais cela suppose une coïncidence que de nombreux chercheurs trouvent gênante. D'autres ont proposé une version beaucoup plus violente de l'impact. Dans ce modèle, la collision n'a pas simplement projeté de la matière en orbite. Elle a entièrement vaporisé les deux corps, créant ce que les scientifiques appellent une synestia, un nuage géant en forme de beignet de vapeur de roche surchauffée qui occupait un volume supérieur à l'orbite actuelle de la Lune. À l'intérieur de ce nuage, les températures dépassaient les 10 000 degrés. Tout était mélangé. La matière terrestre et la matière Théa sont devenues indiscernables. La nouvelle Terre et la nouvelle Lune se sont toutes deux condensées à partir de ce nuage commun, ce qui explique leur composition chimique identique. Une étude de 2025 utilisant des isotopes de calcium et de magnésium, publiée dans la revue Communications Earth and Environment, soutient ce modèle de synestia. Les données suggèrent que l'impact a été beaucoup plus énergétique que ne le suppose la version standard de la théorie. Mais le modèle synestien crée ses propres problèmes. L'énergie requise est extrême. Les phénomènes physiques de condensation à partir d'un nuage vaporisé sont complexes et ne sont pas entièrement résolus. En 2024, une étude exhaustive réalisée par Zhao et ses collègues et publiée dans la revue Space Science and Technology a examiné toutes les preuves disponibles et a conclu que l'enquête sur l'origine de la Lune était encore loin d'une résolution définitive. Et en 2025, des chercheurs d'Oxford ont proposé une approche totalement différente. Et si la Lune ne s'était pas formée par un seul impact géant, mais par 3 collisions successives ou plus,
de multiples impacts sur des millions d'années, chacun contribuant à la formation de la Lune progressivement. Cette hypothèse d'impact multiple résout élégamment le problème des isotopes, car chaque impact éjecterait principalement de la matière terrestre plutôt que d'impacter un matériau. Mais cela soulève une nouvelle question de probabilité. Quelles sont les chances que plusieurs impacts importants contribuent tous à la formation d'un seul satellite en croissance? Eric Asfog, de l'Université de Californie à Santa Cruz, a bien résumé la frustration qui règne dans ce domaine lorsqu'il s'est demandé à voix haute si la formation de la Lune n'était pas devenue un problème insoluble. Et c'est là que la conversation devient intéressante, car tandis que la science conventionnelle se débat avec les rapports isotopiques et la physique des impacts, une théorie plus ancienne refuse de disparaître. En 1970, deux membres de l'Académie soviétique des sciences, Mikhail Vassin et Alexander Sherbikov, ont publié un article dans le magazine soviétique Sputnik proposant que la Lune ne soit pas un corps naturel. Ils ont avancé qu'il s'agissait d'un planétoïde évidé placé en orbite par une intelligence extraterrestre. Leurs preuves incluaient la faible densité de la Lune, ses cratères exceptionnellement peu profonds, les données sismiques révélatrices et la présence de métaux transformés comme le titane dans le sol lunaire. La communauté scientifique a immédiatement rejeté l'article, et à juste titre. Chaque élément de preuve présenté et cité par Sherbikov a une explication naturelle. Sa faible densité est due à l'absence d'un noyau de fer important. Les cratères peu profonds s'expliquent par le rebond isostatique. Les vibrations sismiques sont une conséquence de la sécheresse de la Lune. Le titane est un composant naturel de l'ilmanite, un minéral que l'on trouve couramment dans le basalte lunaire. Mais les données qu'ils ont citées étaient réelles. Les anomalies qu'ils ont identifiées étaient réelles. Et le fait que la science moderne ne puisse toujours pas expliquer pleinement comment la Lune s'est formée confère à leurs questions, sinon à leurs réponses, une résonance tenace. La Lune ne devrait pas être aussi grosse. À 1/4 du diamètre de la Terre, il est anormalement grand pour un satellite. Aucun autre rapport planète-Lune du système solaire n'approche ce niveau, à l'exception de Pluton et Charon. Et Pluton est une planète naine. La Lune ne devrait pas être une jumelle chimique de la Terre. L'événement qui l'a engendré aurait dû laisser une autre trace. Et la Lune ne doit pas avoir exactement la bonne taille, ni la bonne distance par rapport à notre planète pour créer la coïncidence optique la plus extraordinaire du système solaire connu. Une coïncidence si précise que les scientifiques la qualifient d'exquise. Cette coïncidence implique le Soleil et fera l'objet de notre prochain chapitre. Chapitre 5. L'éclipse parfaite. Il y a un chiffre qui n'a aucune raison d'être aussi propre. Le Soleil a un diamètre environ 400 fois supérieur à celui de la Lune. Et le Soleil se situe environ 400 fois plus loin de la Terre que la Lune. 400 pour 1 en taille, 400 pour 1 en distance. Ce rapport a pour conséquence que le Soleil et la Lune apparaissent dans notre ciel avec une taille angulaire presque identique, d'environ 1/2 degré de diamètre. Lorsque vous tenez votre pouce levé, bras tendus, le Soleil et la Lune tiennent tous deux à égale distance derrière lui. C'est pourquoi les éclipses solaires totales sont possibles. Lors d'une éclipse totale, la Lune se glisse devant le Soleil et le recouvre parfaitement. Ni trop, ni trop peu. Le disque de la Lune épouse si précisément celui du Soleil qu'il masque la photosphère éblouissante, la surface du Soleil, tout en révélant la couronne. La couronne solaire est l'atmosphère extérieure du Soleil, un halo de plasma surchauffé s'étendant sur des millions de kilomètres dans l'espace, et qui brille d'une lumière nacrée et éthérée. Dans des conditions normales, vous ne pouvez pas le voir. La photosphère est trop lumineuse. La couronne est complètement effacée par l'éblouissement. Mais lors d'une éclipse totale, la Lune faisant office de masque parfait, la couronne se révèle. De fins filaments de plasma magnétisé s'écoulent dans le vide. Boucles et arcs de particules chargées prises au piège des lignes de champ magnétique. Une structure si belle et si étrange que ceux qui assistent à une éclipse totale la décrivent souvent comme l'expérience la plus profonde de leur vie. Et voici ce qui le rend extraordinaire.
Aucune autre lune du système solaire ne présente ce phénomène. Mars possède 2 lunes, Phobos et Deimos. Phobos est trop petit pour recouvrir le Soleil. Elle crée des transits, de minuscules points sombres traversant le disque solaire et non des éclipses. Les lunes de Jupiter ont une taille et une distance inappropriées. Les lunes de Saturne, les lunes de Neptune, aucune d'entre elles ne produit une éclipse totale quasi parfaite. Seule la Lune, qui abrite la Terre, produit cet effet. C'est seulement ici, sur cette planète unique orbitant autour de cette étoile unique et dotée de cette Lune unique, que la géométrie s'aligne avec une telle précision qu'une espèce intelligente peut se tenir à sa surface et contempler la couronne de sa propre étoile, révélée par le passage de son propre satellite. Mark Galloway, de l'université du Hertfordshire, a remarqué que ce rapport a pour conséquence que le diamètre angulaire du Soleil et de la Lune dans le ciel est presque exactement le même. L'astrophysicien Grant Trimble a qualifié cela d'incroyable coïncidence cosmique, tout en assurant à tous qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence, mais d'une coïncidence extrêmement chanceuse. Voici maintenant le détail qui fait passer cela de la simple curiosité à quelque chose qui frôle l'inquiétant. Cet alignement est temporaire. La Lune s'éloigne de la Terre. Chaque année, il recule de 3,8 cm. Ces mesures ont été effectuées avec une précision extraordinaire grâce à des réflecteurs laser que les astronautes d'Apollo ont placés sur la surface lunaire. Sur Terre, des scientifiques tirent des lasers sur ces réflecteurs et mesurent le temps que met la lumière à revenir. Les mesures sont précises au millimètre près et elles confirment que la Lune s'éloigne lentement. 3,8 cm par an, ça ne paraît pas beaucoup. Mais sur des millions d'années, cela finit par s'accumuler. Autrefois, la Lune était plus proche. Il paraissait plus grand dans le ciel. Lorsque les dinosaures levaient les yeux, la Lune occultait complètement le Soleil lors d'une éclipse. Il n'y aurait eu aucune trace visible de corona. La Lune était trop grosse, trop proche. Et dans environ 50 millions d'années, la Lune sera trop éloignée. Elle paraîtra trop petite pour recouvrir complètement le Soleil. Seules des éclipses annulaires seront possibles, phénomène où un anneau de la photosphère solaire reste visible autour de la silhouette de la Lune. Magnifique, mais pas pareil. Le coronavirus restera caché. L'éclipse solaire totale telle que nous la connaissons disparaîtra. Nous existons dans une fenêtre, une étroite fenêtre de temps cosmique d'une durée d'environ 500 millions d'années, durant laquelle la Lune se trouve avoir la taille et la distance idéales pour créer des éclipses totales parfaites. Et c'est durant cette période que la civilisation humaine a vu le jour. Nous avons développé l'intelligence, la science, construit des télescopes et découvert la couronne de notre propre étoile. Tout cela durant la brève période où notre Lune a rendu cette découverte possible. Les coïncidences s'accumulent, mais ce n'est pas tout. La Lune, elle aussi, ne nous montre qu'une seule face. Elle tourne sur son axe exactement à la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre. Un phénomène appelé verrouillage synchrone des marées. Le même hémisphère nous fait face en permanence. Nous apercevons les cratères et les mers sombres de la face visible. La face cachée, avec son terrain profondément cratérisé et radicalement différent, est restée totalement inconnue de l'humanité jusqu'à ce que la sonde soviétique Luna 3 la photographie en 1959. L'explication scientifique du verrouillage des marées est bien comprise. L'attraction gravitationnelle de la Terre a créé un léger renflement dans le corps de la Lune. Au fur et à mesure que la Lune tournait, le frottement de ce renflement dissipait de l'énergie et ralentissait progressivement sa rotation jusqu'à ce qu'elle corresponde à sa période orbitale. Ce processus prend des millions d'années, mais il est inévitable pour toute grande lune orbitant près de sa planète. Chaque grande lune du système solaire est parfaitement en orbite autour de sa planète hôte. Ce n'est pas inhabituel, mais cette combinaison est celle d'une lune en rotation synchrone parfaite qui se trouve avoir exactement la taille requise pour les éclipses totales, orbitant autour de la seule planète connue possédant des observateurs intelligents capables d'apprécier et d'étudier le phénomène. Chaque élément a une explication banale, mais mis bout à bout, il forme quelque chose qui semble conçu, même si ce n'est presque certainement pas le cas. Le Soleil et la Lune, un rapport de 400, une fenêtre de 500 millions d'années,
un visage qui ne se détourne jamais, et des éclipses qui ont façonné la civilisation humaine d'une manière que la plupart des gens n'imaginent même pas. Les civilisations anciennes ont bâti des religions entières autour des éclipses. La disparition soudaine du Soleil terrifiait et inspirait. Elle a stimulé le développement de l'astronomie, des mathématiques et des systèmes calendaires qui ont organisé la société humaine. La capacité à prédire les éclipses fut l'un des premiers triomphes de la pensée scientifique. Une démonstration que l'univers obéit à des règles que l'esprit humain peut découvrir. Sans éclipse parfaite, l'histoire des sciences elle-même serait différente. La couronne n'aurait pas été découverte avant l'ère spatiale. Les théories de la physique stellaire se seraient développées selon des chronologies totalement différentes. La Lune ne créait pas seulement de belles ombres, elle a créé les conditions propices à certains types de connaissances. Et maintenant, sous ce disque parfait, sous la surface qui résonne lorsqu'on la frappe, sous les cratères où jaillissent des lumières sans explication, les scientifiques ont découvert quelque chose qui change complètement la donne. Grottes. Ni grottes théoriques, ni vides hypothétiques. Des espaces souterrains confirmés par radar se trouvent sous la surface de la Lune. Des espaces capables d'abriter les êtres humains des radiations mortelles et des températures extrêmes qui règnent au-dessus. Et ce qu'ils ont découvert là-bas a des implications qui vont bien au-delà de la simple question de l'abri. Chapitre 6. Un monde sous la surface. Pendant plus de 50 ans, les scientifiques ont soupçonné leur présence. Des tunnels creux sous la surface de la Lune, creusés par d'anciennes rivières de lave il y a des milliards d'années, lorsque la Lune était encore volcaniquement active. Le raisonnement était logique. Sur Terre, les tunnels de lave se forment lorsque de la roche en fusion s'écoule sous une croûte durcie. La lave s'écoule, la croûte persiste. Un tunnel est laissé derrière. Les tunnels de lave terrestre sont impressionnants mais modestes. Leur largeur maximale est généralement d'environ 30 mètres. Sur la Lune, où la gravité est 6 fois plus faible que sur Terre, les lois de la physique permettent d'accueillir des objets beaucoup plus grands. Des tubes potentiellement larges de plusieurs centaines de mètres. Des couloirs souterrains entiers s'étendent sur des kilomètres sous la surface grise. Mais soupçonner n'est pas la même chose que prouver. Et pendant des décennies, les preuves sont restées indirectes. Des photographies prises depuis l'orbite ont révélé plus de 200 cratères à la surface de la Lune. Des trous sombres, certains de plus de 100 mètres de diamètre, qui semblaient être des puits de lumière donnant sur des vides souterrains. Des pans de plafond se sont effondrés, là où ce qui se trouvait en dessous s'était partiellement affaissé, laissant une ouverture vers la surface. Les fosses étaient tentantes, mais une fosse n'est pas une grotte. Un gouffre peut n'être qu'un simple trou d'effondrement, un affaissement localisé sans rien au-delà. Pour prouver l'existence d'une véritable grotte, d'un espace souterrain s'étendant au-delà de la fosse elle-même, il fallait voir à travers la roche. En juillet 2024, une équipe internationale dirigée par Leonardo Carrère de l'Université de Trente en Italie a publié ses résultats dans la revue Nature Astronomy. Ils avaient réanalysé les données radar recueillies par le mini-instrument RF à bord de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Ces données étaient archivées depuis 2010. 14 années d'informations en attente d'une analyse adéquate. L'équipe de Cara a utilisé des techniques sophistiquées de traitement du signal pour extraire des détails des écho-radars que les analyses précédentes avaient manqué. Et ce qu'ils ont trouvé sous la fosse du maire Tranquillitatis était sans équivoque. Une grotte, une cavité souterraine confirmée, d'au moins 45 mètres de large et entre 30 et 80 mètres de long, commençant à environ 150 mètres sous la surface. La première grotte lunaire avérée, a déclaré Carrara sans embâge, les grottes lunaires sont restées un mystère pendant plus de 50 ans. Il était donc surprenant de pouvoir enfin prouver l'existence d'un conduit souterrain. La grotte se situe sous le gouffre le plus profond connu sur la Lune, une ouverture elliptique béante à la surface de la Mare Tranquillis, la mer de la tranquillité. Il s'agit de la même vaste plaine obscure où Armstrong et Aldrin ont atterri en 1969. L'entrée de la grotte se situe à seulement 370 km au nord-est du site d'alunissage d'Apollo 11. Pendant 55 ans, les premiers humains à marcher sur la Lune se trouvaient à quelques heures de route d'une porte d'entrée vers l'intérieur de la Lune.
La grotte est très probablement un tunnel de lave, la première section de ce qui pourrait être un réseau de tunnels beaucoup plus long. Il y a des milliards d'années, de la lave coulait sous la surface solidifiée de la mare Tranquillatis. Lorsque l'activité volcanique a cessé, la lave s'est écoulée, laissant derrière elle des conduits creux. La fosse de Mare Tranquillitatis est une lucarne donnant sur l'un de ces conduits, un endroit où le plafond s'est effondré, créant une ouverture vers la surface. Les implications sont énormes. La surface de la Lune est l'un des environnements les plus hostiles du système solaire interne pour les êtres humains. Pendant la journée lunaire, qui dure environ 14 jours terrestres, les températures à la surface atteignent 127 degrés Celsius. Pendant la nuit lunaire, soit 14 jours terrestres d'obscurité, les températures chutent à moins 173 degrés Celsius, soit une variation de 300 degrés Celsius. De plus, la Lune n'a ni champ magnétique ni atmosphère. Le rayonnement cosmique et le rayonnement solaire bombardent continuellement la surface. Un astronaute se tenant sur la Lune sans protection adéquate reçoit une dose de radiation bien supérieure à ce qui est considéré comme sûr pour une exposition à long terme. Et les micrométéorites, minuscules fragments de roches et de métal voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, frappent constamment la surface sans rien pour les ralentir. Construire un habitat en surface implique de construire quelque chose qui puisse résister à tout cela. Les températures extrêmes, les radiations, le bombardement de micrométéorites, les défis d'ingénierie sont immenses et le coût est exorbitant. Mais sous terre, tout change. Une étude de 2022 a révélé que certaines fosses et grottes lunaires maintiennent une température constante d'environ 17 degrés Celsius, soit 63 degrés Fahrenheit, la température ambiante, tandis que la surface au-dessus alterne entre ébullition et congélation. Les espaces souterrains restent stables. Les parois rocheuses offrent une protection naturelle contre les rayonnements cosmiques et solaires. Le plafond protège contre les impacts de micrométéorites. Une grotte sur la Lune n'est pas qu'un simple abri, c'est un habitat déjà aménagé. Riccardo Posibon, de l'Université de Padoue, qui est instructeur pour le programme de formation Panga de l'Agence spatiale européenne, a qualifié les grottes lunaires, les puits de lumière et les fosses effondrées de portes vers le monde souterrain et de cibles idéales pour l'exploration humaine. La GSA forme déjà des astronautes à l'exploration des grottes dans le cadre de son programme dédié, les préparant ainsi à l'éventualité de descendre dans les vides lunaires lors de futures missions. L'agence étudie également des concepts de micro-rovers reliés par un câble qui seraient descendus dans des puits de lumière afin de cartographier le terrain souterrain avant que des humains ne tentent la descente. Mais les grottes ne servent pas uniquement d'abri. Ce sont des coffres-forts scientifiques. La surface de la Lune a été malmenée par des milliards d'années d'impacts de météorites, d'exposition aux radiations et par un processus de brassage constant appelé jardinage lunaire. Là où les micrométéorites pulvérisent la couche supérieure du sol en une fine poudre, toute trace géologique en surface est perturbée et mélangée au point d'être méconnaissable. Mais sous terre, la roche est intacte. Protégée de tous les processus de surface, les parois et les sols des grottes lunaires préservent l'histoire géologique de la Lune dans son état originel. Posibon l'a expliqué simplement. Plus on s'enfonce profondément, plus on a accès aux premières étapes de la formation de la Lune, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Une grotte sur la Lune est une capsule temporelle. Des formations rocheuses intactes qui conservent la trace des conditions de l'ère primitive du système solaire. Des coulées de lave de différentes époques, superposées les unes sur les autres, racontent l'histoire volcanique de la Lune dans une séquence préservée. En mars 2025, la NASA a publié des preuves supplémentaires suggérant que le réseau de grottes sous le Mare Tranquillitatis pourrait être beaucoup plus étendu que ce que la confirmation initiale avait révélé. Plus de 200 cratères ont été identifiés à la surface de la Lune. Si même une fraction d'entre elles mènent à des réseaux de grottes, la Lune souterraine pourrait être un véritable labyrinthe. Et les espaces souterrains peuvent aussi contenir autre chose. De l'eau, des dépôts de glace et des composés volatiles ont été piégés et préservés dans l'obscurité froide, à l'abri de la chaleur du Soleil et du vide spatial. Ces matériaux ne sont pas seulement précieux sur le plan scientifique, elles constituent le fondement de toute présence humaine permanente sur la Lune. L'eau peut être décomposée en oxygène pour la respiration et en hydrogène pour le carburant des fusées. Une grotte de glace n'est pas qu'un simple abri.
C'est à la fois une station-service et un système de survie. La NASA a confirmé que la fosse de Mare Tranquillitatis était un site prometteur pour une base lunaire. L'ère des spéculations est révolue. Les grottes sont réelles. La question qui se pose maintenant est « qu'y a-t-il d'autre là-dessous ?» Et si la Lune possède d'immenses cavités souterraines confirmées, formées par de la lave ancienne ou par des processus que nous n'avons pas encore identifiés? Il convient de noter que 2 scientifiques soviétiques ont soulevé une question concernant précisément cette possibilité il y a plus de 50 ans. Leur réponse était fausse, très certainement fausse. Mais la question qu'ils ont posée et les preuves précises qu'ils ont citées en 1970 n'ont jamais complètement disparu. Chapitre 7. La Lune, vaisseau spatial. Il nous faut maintenant être très clairs sur où nous en sommes dans ce documentaire. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, les résonances sismiques, les interférences radio, les phénomènes lunaires transitoires, les théories sur l'origine, la géométrie des éclipses, les grottes confirmées, tout cela relève de la vraie science. Données vérifiées, recherches publiées, conclusions évaluées par les pairs. Ce que nous allons aborder n'est pas une théorie que la communauté scientifique a rejetée. Rejetée catégoriquement, à plusieurs reprises et à juste titre. Mais c'est une théorie qui refuse de mourir. Et comprendre pourquoi elle persiste est presque aussi intéressant que la théorie elle-même. Parce que l'hypothèse de la Lune vaisseau spatial repose sur des données réelles. Cela ne fait que tirer de mauvaises conclusions de leur part. En 1970, 2 membres de l'Académie soviétique des sciences, Mikhail Vassin et Alexander Sherbikov, ont publié un article dans le magazine soviétique populaire Sputnik, intitulé « La Lune est-elle une création d'une intelligence extraterrestre ?» Leur proposition était extraordinaire. Selon eux, la Lune n'est pas un corps naturel. C'est un planétoïde creux. Son intérieur était rempli de machines et de structures placées intentionnellement en orbite terrestre par une civilisation extraterrestre avancée il y a des millions d'années. Ce n'étaient pas des excentriques travaillant isolément. Il s'agissait de membres de l'Académie des sciences soviétiques qui écrivaient dans une publication de référence. Et ils ont fondé leur argumentation sur 7 observations précises que, selon eux, la science dominante n'avait pas suffisamment expliquées. Premièrement, la densité de la Lune. La densité moyenne de la Lune ne représente qu'environ 60% de celle de la Terre. Pour un corps censé s'être formé lors de la même collision qui a remodelé la Terre, cela semblait anormal. Pourquoi si léger? Deuxièmement, les cratères. De nombreux cratères lunaires sont exceptionnellement peu profonds. Les cratères plus larges ne sont pas plus profonds que les plus étroits, comme si une couche dure se trouvait juste sous la surface, empêchant les impacts de pénétrer au-delà d'une certaine profondeur. Troisièmement, les données sismiques. La Lune sonna comme une cloche lorsqu'on la frappa. Ils ont avancé que cela était cohérent avec la résonance d'une structure métallique creuse. Quatrièmement, la composition de la surface. Les astronautes d'Apollo ont trouvé du titane dans le sol lunaire, ainsi que d'autres métaux transformés. Ils ont eu du mal à percer certaines couches. Vassin et Sherbakov ont soutenu qu'il s'agissait de vestiges d'une coque artificielle. Cinquièmement, la taille de la Lune. Avec un diamètre équivalent à 1/4 de celui de la Terre, la Lune est anormalement grande pour un satellite. Aucune autre planète du système solaire ne possède une Lune aussi grande par rapport à elle-même. Sixièmement, la géométrie de l'éclipse. Le rapport de 400 à 1, la couverture parfaite du Soleil. Trop opportun, ont-ils argumenté, pour être un accident naturel. Septièmement, les roches magnétisées. Des échantillons lunaires ont révélé la présence d'un champ magnétique passé, mais le petit noyau de la Lune n'aurait pas dû être capable d'en générer un. Quelque chose d'autre a dû créer ce magnétisme. Abordons maintenant directement les réfutations scientifiques, car elles sont solides. Sa faible densité est due à l'absence d'un noyau de fer proportionnellement important. Cela est parfaitement cohérent avec l'hypothèse de l'impact géant, selon laquelle la majeure partie du fer a fusionné avec le noyau terrestre. Les cratères peu profonds s'expliquent par le rebond isostatique. Lors d'un impact important, la croûte se déforme puis reprend partiellement sa forme, créant une dépression moins profonde que prévu. Ce phénomène est bien documenté sur de nombreux corps planétaires.
Les vibrations sismiques sont dues au fait que la Lune est extrêmement sèche et rigide, sans liquide pour absorber les vibrations. Le titane est présent dans l'ilmanite, un minéral qui est un oxyde de fer et de titane naturel, abondant dans le basalte lunaire. La Lune est grande, mais pas de façon impossible. Les simulations informatiques de cet impact géant peuvent produire des lunes de cette taille relative.